Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Expliquer la DELINQUANCE. L'étude de la délinquance ou du crime ne date pas d'hier puisqu'elle est probablement née avec l'ouvrage des délits et des peines de Beccaria, paru pour la première fois en 1764. Mais bientôt, elle suscita plusieurs écoles qui entrèrent alors inévitablement en concurrence, dont notamment les deux écoles fondatrices de l'étude du crime que sont les écoles économiques et biologiques. Beccaria, à l'origine de l'école économique, défendait la liberté de l'individu. Il supposait que les délinquants choisissent ce comportement parce qu'ils pensent y trouver leur intérêt. Et un siècle plus tard, Lombroso fonda à son tour l'école biologique, en adoptant un point de vue au contraire résolument déterministe et clinique. Le comportement délinquant s'expliquerait avant tout par les caractéristiques génétiques, physiologiques ou psychologiques des individus. Enfin, à la suite de Marx et Engels apparurent également à la fin du XIXe, les théories sociologiques qui insistent sur la responsabilité de la société et du fonctionnement de ses institutions dans l'apparition de la délinquance. Il ne s'agit pas ici de détailler chacune des nombreuses théories qui ont pu voir le jour depuis plus de 2 siècles au sein de ces écoles. Mais il est important de présenter au moins synthétiquement les différents points de vue, encore actuels, de l'étude de la délinquance. C'est important parce que les modes de pensée, en France, sont encore très cloisonnés. Les criminologues y sont marqués par leur école d'origine et croient encore parfois la faire progresser en critiquant tous les travaux qui lui sont étrangers. Nous présentons donc ce qu'il y a de sérieux dans les principaux acquis des différentes théories de la délinquance, en insistant sur les résultats eux-mêmes plus que sur leurs références. Une bibliographie succincte est donnée à la fin du livre et quelques ouvrages complémentaires sont parfois cités en notes. Enfin, la qualité d'une analyse de la délinquance se mesure évidemment bien plus à la rigueur de son raisonnement et à la précision de ses données, qu'à la discipline à laquelle elle se rattache. Aussi, si nous militons cependant également, à la marge de cette partie, pour une approche économique de la délinquance, il ne s'agit pas de défendre des intérêts corporatistes. Il s'agit plutôt de donner une place à cette approche économique complètement ignorée en France depuis une 50aine d'années, alors qu'elle est un enrichissement indéniable de la criminologie partout ailleurs en Europe et aux États-Unis. Non que l'approche sociologique soit maintenant dépassée, il ne s'agit pas d'opposer, mais elle ne peut plus prétendre à une quelconque exclusivité sans risque pour la fécondité de la recherche criminologique française. Chapitre 1. C'est eux qu'on croit savoir la multitude des théories. Sur un phénomène de société aussi présent que celui de la délinquance, il est bien rare de ne pas avoir d'opinion. Et après avoir côtoyé d'assez près certaines formes de délinquance, cette opinion devient bien souvent d'elle-même une véritable théorie. Tout au long du XXe siècle, de nombreux spécialistes au contact du phénomène délinquant ont ainsi donné progressivement une justification théorique à leurs intuitions. Mais ces psychologues, psychiatres ou sociologues n'étudiaient généralement l'influence que d'un seul type de cause sur une seule forme de délinquance. Curieusement, les économistes, qui sont pourtant à l'origine de cette discipline, l'avaient alors désertée. Pour cette raison, ces premières théories sont appelées théories classiques ou monofactorielles de délinquance. Jusqu'aux années 1960 environ, ces théories se multiplièrent, offrant de nombreuses perspectives complémentaires à la criminologie. Mais par la suite, ces explications monofactorielles de la délinquance apparurent trop partielles. Sans remettre leur validité en cause, les chercheurs tentèrent alors de combiner plusieurs théories entre elles et d'associer dans les mêmes mécanismes des causes psychologiques, biologiques, sociologiques voire même économiques. Bref, de recouper les points de vue afin de décrire et d'expliquer plus précisément les multiples formes de la délinquance. Ce sont ces théories, dites intégratives, qui sont désormais les outils de la criminologie. En résumé, on est passé progressivement d'une série d'analyses partielles de la délinquance globale, théorie monofactorielle, à une série d'analyses globales de quelques formes particulières de délinquance, théorie intégrative. Et cette complexification des analyses a aussi été marquée par le retour de l'approche économique et l'introduction des outils quantitatifs. Ce chapitre présente donc les 3 principaux points de vue sur la délinquance.
les frères ennemis en quelque sorte, bien qu'il n'ait plus aujourd'hui d'autre choix que de travailler ensemble, malgré quelques réticences d'arrière-garde. Car non seulement à un certain niveau d'intégration les frontières entre disciplines deviennent floues voire artificielles, mais encore, qu'importe au fond que telle théorie se rattache à une école plutôt qu'à une autre, du moment qu'elle rende compte de façon fidèle et exploitable du phénomène observé. Les distinctions qui continuent à être faites ici entre sociologie et économie ne sont donc pas là pour désigner des camps mais pour faciliter, en forçant un peu les traits, la présentation des théories. 1. Beaucoup de bruit pour rien? Théorie et réalité. Devant toutes ces querelles de clochers entre criminologues et leur peu de résultats apparents, car la délinquance est toujours bien vivante, la réaction naturelle est un « à quoi bon ?» assez fréquent. Ce qui revient à poser implicitement une question épistémologique, qui concerne la philosophie des sciences, faut-il vraiment une théorie? Ne peut-on pas se contenter de quelques intuitions? Du genre, quand on est au chômage, on manque de moyens financiers, donc on n'est plus tenté par le vol, ou de constats empiriques, du genre, la police de proximité n'a pas eu l'effet escompté sur les chiffres de la délinquance, donc il valait mieux en cesser l'expérience? C'est en effet une question centrale, qui affleure à de nombreux passages de cet ouvrage, les chiffres de la délinquance, la modélisation économique, etc. Et comme à beaucoup de questions simples et fondamentales, il est malheureusement difficile d'y répondre simplement. De l'intérêt des typologies. Pourquoi donc ne pas se contenter d'une approche intuitive de la délinquance, ou de quelques constats empiriques? Une première réponse assez simple est que les constats empiriques contredisent parfois l'intuition. Par exemple, le lien entre le chômage et la délinquance est loin d'être établi. Or quand la réalité s'impose ainsi d'elle-même autrement qu'on s'y attendait, c'est précisément que l'intuition de départ ne suffisait pas, trop simple voire simpliste. Il faut donc l'affiner par des distinctions indispensables pour que la pensée colle au plus près à cette réalité revêche, faite d'une multiplicité de faits, d'individus, de situations. Et c'est le travail ingrat des typologies que de trouver un ordre dans le jaillissement concret d'un phénomène complexe et en perpétuelle évolution. Un philosophe avait trouvé une formule merveilleuse pour résumer cela: distinguer pour unir ou les degrés du savoir. Cela ne justifie toujours pas pleinement la recherche d'une théorie de délinquance, mais pour commencer, l'élaboration de ces typologies. L'entêtement des faits. Une deuxième réponse encore assez simple est que ces fameux constats empiriques sont loin de faire l'unanimité. L'évidence étant une chose très relative, les mêmes chiffres, les mêmes situations sont parfois interprétées très différemment, voire de manière opposée. Il faut pouvoir défendre son point de vue et l'argumenter pour convaincre. Il faut donc avoir trouvé une logique dans l'enchaînement des phénomènes. En un mot, il faut une théorie. Une dernière réponse, toujours assez simple, est que les constats empiriques peuvent se contredire entre eux. C'est là la véritable difficulté, surtout si l'on s'est persuadé que sa théorie était la seule valable. Rien n'est plus têtu qu'un fait, disait Valéry. Deux affirmations peuvent bien sûr être différentes sans s'exclure mutuellement, comme le chômage favorise la délinquance et l'échec scolaire favorise la délinquance. Mais il arrive aussi que deux études empiriques aboutissent à des résultats statistiques apparemment contraires comme le chômage favorise la délinquance, le chômage n'a aucun lien avec la délinquance, et le chômage freine la délinquance. Il faut alors vérifier tout d'abord que les indicateurs sont bien les mêmes. Comment mesure-t-on le chômage et la délinquance? Quels sont le pays, la population, l'année étudiée? Et si la contradiction persiste, c'est ensuite tout le défi d'un scientifique que de trouver une conciliation théorique et cohérente à cette opposition factuelle qu'il s'agira par la suite de vérifier sur de nouvelles études. Là où l'empiriste et l'idéologue passent en force, niant pour l'un la théorie, peu importe l'explication du fait, seul compte le fait, pour l'autre les faits, seul compte le fait qui valide la théorie, le scientifique a à cœur, au prix il est vrai de nombreuses complications qui peuvent rebuter, de trouver l'explication qui rende compte de tous les faits observés. L'axiome de base étant que les explications existent, il suffit de les chercher. 3 points de vue différents. L'étude de la délinquance a été marquée par les premiers scientifiques à s'y être intéressés, et par le point de vue de leur discipline. Et même si par la suite les choses ont évolué comme nous l'avons dit vers plus d'interdisciplinarité,
ces marques de fabrique apparaissent encore. Ainsi, l'analyse dominante aujourd'hui en matière de délinquance est sociologique. C'est-à-dire que l'explication du phénomène délinquant est cherchée principalement dans la structure même de la société et dans la défaillance de ses institutions, familles, écoles, entreprises, pouvoirs publics. Tout autre est l'approche économique, qui particularise l'analyse. La délinquance n'y est pas une fatalité mais un comportement choisi parmi d'autres possibles, en fonction du contexte local. Le travail de l'économiste du crime est alors d'identifier et de mesurer les différents éléments de ce choix. Enfin, à la frontière entre les analyses structurales, sociologie, et individuelle, économie, les théories biologiques proposent une explication du comportement délinquant par les caractéristiques physiques et psychologiques du délinquant. De ce point de vue, c'est alors la structure même ou la constitution de l'individu qui conditionne son comportement. 2. À chacun sa vérité, économiste, biologiste et sociologue. Il faut présenter maintenant les acteurs, leur point de vue d'abord, nos critiques ensuite. Et quelques noms aussi, inévitables, de ceux qu'il faut savoir placer au bon moment pour se prétendre criminologue confirmé. Les théories biologiques. Par théorie biologique, nous entendons ici une très large famille d'explications de la délinquance faisant appel aux connaissances médicales, génétiques, psychologiques ou psychiatriques. Les spécialistes les appellent théories constitutionnalistes, où les délinquants sont des pervers constitutionnels, théories psychanalytiques, théories psychologiques, psychosociologiques ou psychopathologiques, comportementales et cognitives, etc. Constamment enrichies dans la première moitié du XXe siècle, avec les développements de la psychanalyse et de la génétique, elles sont ensuite légèrement tombées en désuétude, à cause des dérives eugénistes, qu'elles laissaient apercevoir ou bien parce que les premières versions étaient peu convaincantes et manquaient de confirmation empirique, pour connaître aujourd'hui un vif renouveau. Leur intérêt ressort en tout cas à chaque expertise judiciaire. Le délinquant est-il responsable de ses actes? Et quelques théories intégratives récentes, dont la théorie biosociale citée ci-dessous, prennent à nouveau en compte ces causes psychologiques. Parmi les théories monofactorielles, on citera notamment les théories biologiques positivistes pour qui la délinquance a essentiellement comme cause biologique des problèmes mentaux, des troubles de la personnalité, de l'intelligence et des causes génétiques héréditaires. Les théories biopsychopathologiques qui expliquent le passage à l'acte par la combinaison de 4 causes psychologiques. Égocentrisme, labilité, agressivité, indifférence affective, ou la présence excessive de l'une d'entre elles. Dans les théories intégratives récentes, la délinquance est comme un symptôme, le délinquant comme un malade, dont les actes révèlent la maladie. Cette maladie y est alors due à des dysfonctionnements familiaux, des carences affectives ou des troubles biopsychologiques. La principale théorie explicative de la délinquance symptôme est la perspective biosociale du développement qui insiste, dans une approche individualiste, sur le rôle de l'hérédité et de l'environnement familial. Critique du point de vue biologique. D'un certain point de vue, ces analyses biologiques du comportement délinquant sont les plus évidentes, elles décrivent souvent autant qu'elles expliquent. Mais qu'avais-tu dans la tête? Qu'est-ce qui t'a pris? Sont à la forme près les questions que posent tous les pères de famille, les policiers, les magistrats à l'adolescent fautif. La racine de la délinquance est bien dans le psychisme du délinquant. S'il a tué, volé, violé, c'est qu'il l'a bien voulu. S'il l'a bien voulu, c'est qu'il était soit complètement pervers, terme psychiatrique, et dans ce cas il l'est sans doute encore, soit aveuglé par une passion, une pulsion, une tentation auquel il n'a pas résisté. L'analyse de cette passion, de cette pulsion, de cette perversité est l'objet des théories biologiques. Analyse nécessaire, mais non suffisante, car ces causes psychologiques ne sont que les causes immédiates du crime. Ce sont elles qui ont permis le passage à l'acte, soit. Mais à leur tour, d'où viennent-elles? Naît-on délinquant? Confère par exemple certaines interprétations darwinistes ou la théorie du chromosome criminel XYY, aujourd'hui délaissée? Et sinon, comment apparaissent ces troubles de la personnalité ou cette indifférence affective citée précédemment? En termes plus techniques, s'intéresser aux symptômes plus qu'aux causes, confondre la différence comportementale et le pathologique, médicaliser la délinquance et traiter les comportements violents par des médicaments, privilégier les seules thérapies cognitivo-comportementales,
Voilà résumé de façon un peu caricaturale les reproches contre lesquels se défendent aujourd'hui les théories biologiques au sens large. Les théories sociologiques. Pour les théories sociologiques, la délinquance est comme le fruit des pressions sociales qui s'exercent sur les individus. Pour connaître une personne, il faut donc connaître son histoire, ce qu'elle a vécu, comment elle s'est formée. Disons pour simplifier que les sociologues ont abordé successivement l'apparition des comportements délinquants suivant 3 points de vue. D'après l'environnement socio-économique, suivant la transmission de valeurs morales, ou d'après le milieu éducatif et l'environnement humain. Comme elles sont nombreuses et variées, nous les présentons au paragraphe 3. Suivant. Critique du point de vue sociologique. Les théories sociologiques et biologiques présentent donc la délinquance comme l'effet de causes structurelles, constitutives de l'individu ou bien extérieures à lui, mais dans tous les cas antérieures à ses choix propres. Le délinquant est un individu qui a cédé sous une pression qui le poussait au crime. On pourrait être gêné par ces explications si elles prétendaient être à l'exhaustivité. Cette pression sociale, économique, psychologique ou biologique peuvent pousser l'individu concerné au crime, mais sauf cas rare, ne l'oblige pas au crime. Car si l'on faisait disparaître ces pressions, aurait-on fait disparaître pour autant la délinquance ? Les délinquants ne sont pas tous des malades mentaux, et quand les voleurs, par exemple, auraient tous un niveau de vie suffisant, mais quand est-il suffisant, cesserait-il pour autant de voler ? Quelque chose n'a pas été pris en compte jusqu'à présent dans l'analyse du crime, qui est le choix personnel du crime. Les meilleures raisons biologiques ou sociologiques de devenir délinquant ne font pas un délinquant. Il manque encore l'acte libre, la décision de commettre une infraction. De 2 frères, 2 amis, 2 voisins, élevés dans des conditions semblables, l'un peut devenir délinquant et l'autre non. Les théories économiques. Les théories économiques se distinguent ainsi des précédentes en ce qu'elles posent comme hypothèse fondamentale que l'individu reste libre et responsable de ses choix. S'il peut être influencé, il n'est pas plus déterminé par des caractéristiques biologiques ou par l'hérédité que par l'environnement socio-économique. Ces causes psychologiques ou socio-économiques sont les éléments d'un choix, appelé analyse coût-avantage, dans lequel l'individu cherche avant tout sa satisfaction personnelle et immédiate. Critique du point de vue économique. On nous accusera certainement de partialité, puisque notre ouvrage veut aussi promouvoir l'approche économique en criminologie. Pourtant, nous ne pensons pas méconnaître les reproches qu'on peut lui faire, ni les difficultés de sa mise en œuvre. Et même si nous lui réservons un chapitre entier, critique comprise, ce n'est après tout que justice, tant la méconnaissance complète de cette discipline depuis des années méritait bien une réhabilitation. Citons donc, parmi les pionniers anglo-saxons, quelques théories classiques dans lesquelles des sociologues de renom n'ont pas hésité à intégrer le point de vue économique. La théorie du choix rationnel, ou théorie de la prévention situationnelle, pour qui la principale cause de la délinquance est la rentabilité des infractions et les gains matériels souvent élevés du crime. La théorie du style de vie quotidien des victimes ou théorie de la responsabilité des cibles, qui complète la précédente en précisant qu'une infraction est causée par l'action conjuguée de 3 facteurs. Une forte motivation due à l'abondance de biens attrayants, l'accessibilité des cibles, résidence secondaire vide, mari et femme au travail, et l'absence de système de garde. 3. Une généalogie discutée, les racines sociologiques de la délinquance. L'analyse dominante en criminologie, nous l'avons déjà dit, est sociologique. Que propose-t-elle donc ? Nous passons ici en revue les différentes causes de la délinquance, du moins celles qui sont suffisamment établies, c'est-à-dire validées par plusieurs études empiriques, pour que nous les reprenions ensuite à notre compte. La délinquance est fille de la pauvreté. Les sociologues ont d'abord expliqué les comportements délinquants par l'environnement socio-économique. D'où les premières théories sociologiques, dites de la pauvreté et des inégalités sociales. Mais il est presque inutile de les présenter, tant elles sont devenues courantes et vulgarisées. Parmi les théories monofactorielles, on trouve la théorie du conflit et la criminologie radicale, de Marx et Engels, présente les inégalités sociales créées par le capitalisme et renforcées par un système scolaire élitiste, comme générant l'exclusion de la classe pauvre et par là même causant la délinquance. La théorie des gangs, sans s'attaquer à un système économique en particulier,
propose aussi la précarité des conditions de vie comme cause de la délinquance à travers la constitution de gangs. La théorie écologique ou du contrôle social explique la délinquance par la détérioration urbaine et économique d'une zone d'habitation tendant déjà à la pauvreté, suivie de l'échec des institutions familiales et sociales qui n'arrivent pas à satisfaire les besoins de la population. La théorie de la sous-culture met en évidence l'existence de sous-cultures criminogènes dans les quartiers pauvres, cultures marquées notamment par la monoparentalité et les recompositions familiales répétées. Et parmi les théories intégratives de la délinquance dite persistante, ou encore de précarité, qui concernent les délinquants issus des couches sociales défavorisées, la théorie de la vulnérabilité sociale et la théorie intégrative structurelle marxiste. La délinquance est fille de l'exclusion. Un deuxième courant sociologique s'est concentré sur la notion de normes sociales, en tant que modèle, règle ou idéal par rapport auquel sont portés les jugements de valeur d'une société et ses déficiences. Comme pour les théories de la pauvreté, c'est l'exclusion objective ou simplement ressentie d'une partie de la population qui conduit certains individus à des actes délinquants. Mais ici, il ne s'agit pas d'une discrimination exclusivement économique. Il s'agit surtout d'une discrimination de valeur. Notamment pour la théorie de la pression et la théorie des sous-cultures dominantes, et la théorie de l'anomie, la principale cause de délinquance est le décalage ressenti par une partie de la population des normes sociales imposées par la classe moyenne. Soit qu'elle les ait refusées, sous culture criminelle, soit qu'elle les ait acceptées mais ne puisse s'y référer par suite notamment d'un échec scolaire, du chômage ou d'une qualité de vie jugée insuffisante. Par ailleurs, pour la théorie de l'étiquetage, la théorie de la neutralisation de la honte et de la dérive ou la théorie de la réintégration de la honte, le facteur dominant est la déficience de ces normes sociales elles-mêmes, et non plus leur rejet ou leur abandon. Et cette déficience s'explique à son tour par une crise de l'autorité, soit que cette autorité crée elle-même ce sentiment d'exclusion, cette désocialisation, effet pervers du label délinquant délivré par la justice dans la théorie de l'étiquetage, soit que négligeant de faire respecter les valeurs sur lesquelles elles veillent, elles en amoindrissent le caractère socialisateur, fédérateur. Amoindrissement du facteur prosocial qu'est la honte dans les théories de la neutralisation de la honte et de la réintégration de la honte. La délinquance est fille de la défaillance des institutions. Enfin, un troisième courant sociologique, le plus récent, concentre son attention sur les facteurs de socialisation que sont les pairs, la famille et l'école. Par exemple, pour la théorie de la perte du contrôle de soi, la théorie de la régulation sociale ou la théorie du développement social, c'est l'incompétence des divers éducateurs au sens le plus large, parents, enseignants, éducateurs sportifs, religieux, qui handicape le développement social de l'adolescent et génère en lui les caractéristiques psychologiques d'un faible contrôle de soi comme l'obnubilation par le court terme, l'insouciance par rapport à la sanction, la préférence pour le risque, intolérance à la frustration, le manque de persévérance, etc. D'un autre côté, pour les théories de l'apprentissage, comme la théorie de l'association différentielle ou la théorie de l'apprentissage social, l'apparition du comportement délinquant ne se fait pas par défaut, mais plutôt par transmission. On ne devient pas délinquant par rejet des valeurs sociales normatives, mais par adhésion à des valeurs asociales, sous l'influence de pairs eux-mêmes délinquants. L'un sous-entend l'autre et réciproquement, dira-t-on. Mais l'ordre indique par exemple une priorité dans la lutte contre la délinquance. Faut-il, en pratique, commencer par casser les foyers de délinquance? C'est par exemple la politique de plusieurs communes d'Île-de-France, par déplacement de familles pour permettre aux valeurs citoyennes de s'imposer ou au contraire, essayer d'imposer le respect de ces valeurs pour faire disparaître ces foyers? 4. Victime ou bourreau? À ces causes sociologiques de la délinquance, l'approche économique n'a rien à redire. Répétons-le, les deux approches sont complémentaires. Elles se distinguent dans l'analyse du lien qui unit la cause à son effet. Pour l'économiste du crime, ces causes ne sont que des incitations à commettre une infraction pour les mêmes raisons qu'en donne le sociologue: frustration économique, sentiment d'exclusion sociale, adhésion à d'autres modèles de comportement, etc., et qui sont confrontés à l'analyse d'une situation concrète, infraction envisagée, risques éventuels, gains espérés, etc. L'individu délibère alors, plus ou moins consciemment, sur la conduite à tenir et, au terme de cette analyse,
choisit en dernier ressort un comportement délinquant ou non. Il y a donc un changement important de perspective, bien qu'elle ne soit pas inconciliable. Mais l'habitude forçant les traits, il n'est pas rare de voir un sociologue présenter les délinquants comme les premières victimes d'une situation indépendante de leur volonté, et dont les responsables sont alors la société dans son ensemble, c'est-à-dire tout le monde et personne. À l'extrême, il s'agirait donc non plus de punir les délinquants mais de les comprendre, de les excuser, de s'excuser au nom de la société et de proposer réparation pour les avoir fait ainsi. D'un autre côté, il n'est pas rare non plus de voir un économiste ignorer ou minimiser le poids des incitations à la délinquance que représentent les facteurs socio-économiques, et responsabiliser très lourdement chacun des délinquants, le rendant seul et entier coupable de ses actes. À l'extrême, chaque individu se résumerait à ses actes, les circonstances n'existant plus. Il n'y aurait plus qu'une seule catégorie de délinquants, des individus malfaisants, froids et calculateurs qui n'agiraient qu'en toute connaissance de cause. Bref, on aura compris que la réalité est complexe et qu'il faut naviguer sans cesse entre général et particulier, énonçant des lois et des résultats pour aussitôt les adapter à telle ou telle situation concrète. Nous aurons l'occasion d'y revenir au chapitre suivant, mais on aura cerné dès à présent une des principales difficultés de l'analyse économique. Quel poids donner à chacun des éléments de l'analyse coût-avantage pour tenir compte de la liberté de chacun ? En d'autres termes, comment quantifier l'immatériel ? En attendant, la lecture des principales théories de la délinquance, dont celle citée ici, permet d'établir une série de ces causes reconnues, confère tableau 3, page suivante. Chacune de ces causes a été intégrée par une ou plusieurs théories, comme facteur explicatif de délinquance. C'est donc une première liste de ce qu'il faut prendre en compte pour comprendre la délinquance juvénile en France, même si les données disponibles ou d'autres contraintes nous obligent par la suite à la modifier. Tableau 3, causes reconnues de la délinquance juvénile. Chapitre 2. C'est eux qu'on observe, les études empiriques. Au sens strict des termes, la recherche des causes et mécanismes de la délinquance juvénile se limite aux théories, monofactorielles ou intégratives, rapidement décrites au chapitre précédent. Mais à côté de ces théories existe aussi quantité d'études, dites études empiriques, qu'il est utile de connaître quoique leur statut un peu particulier les fasse parfois passer pour les enfants naturels de la criminologie. C'est un nouvel avatar de la distinction entre corrélation et causalité, comme entre théorie et réalité déjà présentée. En effet, une étude empirique ne fait que révéler ou non un lien statistique entre deux caractères, sans préjuger d'une éventuelle causalité entre ces phénomènes. Il s'agit donc d'un simple constat. Ces études sont donc le plus souvent employées soit en prospection, pour donner a priori une idée quantitative d'un phénomène, soit en validation pour mesurer a posteriori les manifestations d'un phénomène justifié théoriquement. Mais soyons réalistes. Bien sûr que toutes ces coïncidences statistiques n'ont pas encore acquis le statut de cause théorique de la délinquance, tous ces faits n'ont pas encore été organisés en théorie. Faut-il pour autant les ignorer ? Nous pensons qu'il faut les avoir à l'esprit, et qu'ils peuvent guider l'interprétation quand les théories peinent ou ne suffisent plus. Nous avons donc choisi de les présenter après une courte explication de leur statut, particulier, en criminologie. L'idée forte de toutes ces études empiriques est que chacune des communautés auxquelles appartient l'enfant puis l'adolescent exerce une influence sur son comportement. La famille, les fréquentations du voisinage, l'école, les associations sportives ou religieuses, etc. Et que ces influences ne sont pas indépendantes les unes des autres. Une analyse de la délinquance juvénile ne peut donc plus se focaliser exclusivement sur quelques facteurs exogènes seulement, comme les dysfonctionnements familiaux, la pauvreté socio-économique de l'environnement ou l'influence des gangs, sans contrôler dans le même temps la réussite scolaire, le contexte de délinquance ou la pratique religieuse par exemple. La criminologie est donc appelée à être de plus en plus intégrative et transdisciplinaire. 1. Simple coïncidence ? Corrélation et causalité, en criminologie. Nous voici à nouveau devant un point technique délicat, et pourtant fondamental, le statut des études empiriques. D'une certaine manière,
C'est un prolongement du paragraphe du chapitre précédent sur la nécessité d'une explication théorique de la délinquance pour donner une cohérence interne à une multitude de faits disparates. Le juste milieu. Mais de la même manière qu'une théorie qui ne repose pas sur des faits, ou qui nie certains faits, est une idéologie, des faits juxtaposés sans support théorique conduisent à l'absurde. Comme sur une des planètes du Petit Prince, ou un économètre sauvage, comme on les appelle, trouverait sans cesse des liens statistiques entre tout et n'importe quoi, le passage des cigognes à Strasbourg et le nombre des naissances à la maternité ou les résultats scolaires des enfants et leur pointure de pied. L'explication de la délinquance juvénile nécessite donc de tenir fermement les deux bouts de la chaîne, la mesure statistique et la justification théorique, et par des ajustements successifs, de les mettre en correspondance. Médecine et criminologie. Si une théorie de la délinquance ressemblait à un médicament, qu'il faut soumettre à toute une batterie de tests avant commercialisation, les études empiriques seraient ces tests. On ne lance pas un test sans avoir une idée de ce qu'on veut mesurer. On ne lance pas non plus une étude empirique sans avoir précisé le modèle théorique à valider. Et parfois ce test révèle des effets secondaires imprévus. Une étude empirique peut aussi suggérer une cause de délinquance auparavant insoupçonnée. Mais en sens contraire, un test peut aussi révéler l'absence d'effet du médicament comme une étude empirique peut mesurer l'absence d'effet d'une cause de délinquance. Autrement dit, les facteurs de délinquance cités dans ce chapitre sont liés à la délinquance, à travers une ou plusieurs études empiriques, sans que l'on sache toujours très bien pourquoi ni comment. Parfois, ces études reprennent ou nuancent une théorie existante, parfois elles suggèrent d'autres causes possibles de délinquance, ou du moins des pistes d'interprétation complémentaires. Une interprétation délicate, les multicorrélations. Il n'est cependant pas si simple de rajouter sans précaution ces facteurs à la liste des causes de délinquance. Car un lien statistique, qu'on appelle une corrélation, n'est pas du tout comme un lien causal. Par exemple, la consommation de drogue est liée statistiquement à la délinquance. Est-ce que donc la drogue est une cause de la délinquance, lien causal ? Pas sûr car en fait, la plupart des toxicomanes ont débuté leur activité délinquante avant même d'avoir consommé de la drogue. C'est alors peut-être la délinquance qui est une cause de consommation de drogue ou alors consommation de drogue et délinquance, sont deux effets parallèles d'une même série de causes. Ou encore consommation de drogue, délinquance et d'autres facteurs, familiaux ou scolaires par exemple, se causent mutuellement les uns les autres, effet de causalité réciproque pour deux facteurs ou circulaire pour plus. Une interprétation délicate. L'absence de corrélation. En sens contraire, il semble par exemple que les violences familiales, des parents entre eux ou contre les enfants, ne soient pas liées à la délinquance violente des enfants. Encore une fois, cette absence de lien statistique ne signifie pas absence de causalité. Les violences familiales sont souvent liées à d'autres facteurs comme la dissociation familiale, qui eux sont liés à la délinquance. La causalité existe peut-être et, dans ces études, est alors mesurée indirectement par d'autres facteurs. D'ailleurs, les violences familiales sont une des causes de délinquance dans les théories du conflit, du contrôle social ou encore dans la théorie structurelle marxiste, confère page 41, qui ont été largement validées empiriquement. Il faut donc sans doute chercher une explication ailleurs, par exemple dans ce qu'on appelle l'absence de contrôle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.